Parlons ensemble aujourd'hui des prérequis nécessaires à une classification scientifique efficace. Les scientifiques doivent décrire et expliquer rationnellement et collectivement ce monde réel qui est là dehors, et pour ce faire, ils ont besoin d'un langage cohérent, et ce langage cohérent dépend des classifications que nous faisons des objets du monde, qu'il s'agisse des météorites, qu'il s'agisse des planètes, qu'il s'agisse des espèces du vivant. Une classification doit avoir quelques propriétés pour être efficace scientifiquement à décrire le monde, et nous allons les passer en revue. Tout d'abord, ce monde réel qui est là dehors, tout dépend de comment un peu on le traite. Est-ce qu'on a envie de faire passer parmi les objets du monde réel des lignes de séparation, auquel cas nous procéderons par coupure, ou est-ce qu'on a besoin de faire des partages? Si nous cherchons à décrire ce qui existe et à rassembler des objets dans des ensembles, des partages seront certainement plus efficaces à décrire le monde. Mettre ensemble des objets dans un ensemble parce qu'ils ont des caractéristiques communes, on parle vraiment des objets concernés, alors que si on fait passer des lignes de séparation, on ne parle pas nécessairement des objets qu'on cherche à séparer pour le coup. On préférera des partages et on distinguera bien trois opérations. L'opération de séparation qu'on utilise quand on trie. Les tris sont en général des opérations pragmatiques. On cherche à débroussailler le monde réel pour isoler un objet. On ne cherche pas à classer avec le tri, au contraire, on cherche à se débarrasser du reste pour isoler un ou deux objets qui nous intéressent ou qui vont mériter de recevoir un nom, par exemple. Tandis que classer, ça va consister à faire un ensemble, et cet ensemble, on va même l'enrichir avec des sous-ensembles et des sous-sous-ensembles. On va faire des ensembles emboîtés. Faire un groupe, c'est vraiment faire un ensemble mathématiquement, c'est regrouper des entités sur la base d'au moins une propriété partagée. Si on confond l'opération de classer et l'opération de trier, on fait des ensembles absurdes parce que lorsqu'on trie, souvent on prend un critère qui laisse de côté une partie du monde réel, ceux qui vivent à Paris par exemple, et puis de l'autre côté de la barre, on va laisser ceux qui n'ont pas le critère précédent, ceux qui vivent en province. La province est un groupe absurde quand on y pense, parce qu'elle n'est pas définie pour elle-même, elle est définie par son exclusion de Paris. Les achondrites, les météorites achondrites n'ont pas de chondre, et dès lors, si on fait le groupe des achondrites, on ne parle pas de ce que le groupe contient, on parle de son exclusion des météorites qui, elles, ont des chondres. En biologie, on s'est aussi pris les pieds dans le tapis. Il y a fort longtemps, on avait créé les invertébrés. Les invertébrés, eh bien, c'est un groupe amputé, c'est un groupe qui est fondé sur une ligne de séparation. Ça résulte d'une confusion entre une opération de séparation et une opération de regroupement. En effet, les invertébrés ne sont pas définis pour eux-mêmes, ils sont définis du fait qu'ils n'ont pas les vertèbres que l'homme a. Et ces groupes amputés, qui ne sont pas véritablement efficaces pour décrire le monde, ils ne le sont pas parce que, précisément, ils ne parlent pas vraiment de ce qu'ils contiennent. Ils parlent de l'exclusion d'un point de référence qui est ailleurs. À l'époque, disons 17e, 18e siècle, invertébrés, même 19e, invertébrés, ça pouvait tenir la route dans la mesure où l'humain se considérait comme le centre du monde. Et à l'époque, ça valait le coup de mettre dans un groupe des espèces parce qu'elles n'ont pas quelque chose que l'homme a. Mais ces invertébrés sont hétérogènes. Si on regarde un petit peu du côté des relations de cousinage, l'étoile de mer, qui est un invertébré, l'étoile de mer est plus cousine de nous qu'elle ne l'est d'un escargot ou d'un ver de terre. Bref, on aura retenu qu'il faut bien séparer ces trois opérations mentales, il faut bien les distinguer. L'opération de tri qui consiste à séparer, l'opération de classification qui consiste à regrouper, et l'opération d'assignation qui consiste à ranger un objet dans le bon tiroir en fonction des propriétés qu'il a. Nos classes, pour être efficaces, nos classes scientifiques, on souhaite qu'elles soient riches en informations. Et c'est pour cela qu'on préfère des groupes emboîtés les uns dans les autres plutôt que des groupes distincts, ce qu'on appellerait des silos. Il fut une époque où on enseignait l'histoire naturelle sous forme de silos. Par exemple, on disait qu'il y avait la classe des mammifères, la classe des reptiles, la classe des oiseaux et la classe des amphibiens, et puis on les séparait, ces quatre classes. La table de Mendeleïev, quand on y réfléchit, les éléments sont classés en effet, mais ces classes sont mutuellement exclusives. C'est ce qu'on appelle des silos en fait. Si on veut une certaine forme de richesse descriptive dans le monde réel, on va préférer des ensembles emboîtés. Souvenons-nous, cet élève qui, voyant un enseignant lui dire en rouge, ici c'est la classe des mammifères parce qu'à la surface il y a des poils, en vert c'est la classe des reptiles parce qu'à la surface il y a des écailles, en orange c'est la classe des oiseaux parce qu'à la surface il y a des plumes, et on voit l'élève remarquer que les oiseaux ont des écailles sur les phalanges et sur les tarses, et que dès lors, il faut mettre le groupe des oiseaux dans le groupe des reptiles.
Donc l'élève avait apporté là une information d'observation supplémentaire qui, pour en rendre compte, nécessitait qu'on fasse des classes emboîtées les unes dans les autres. On va donc préférer des hiérarchies emboîtées plutôt que des silos ou des hiérarchies par empilement. Les hiérarchies par empilement sont moins riches en informations que les hiérarchies par emboîtement. Dans la hiérarchie par empilement, si dans la boîte la plus basse, on voit par exemple le niveau animal et puis dans la boîte la plus haute, on voit le niveau humain, l'humain se retrouve exclu des animaux. Dans la hiérarchie par emboîtement, à gauche ici, eh bien, rien de ce qui ne fait de vous un animal parce que vous possédez du collagène dans le groupe jaune ne vous empêche d'être humain en propriété surnuméraire parce que vous avez d'autres propriétés que le collagène qui s'ajoutent, notamment le langage articulé ou le redressement du gros orteil dans l'axe des autres doigts de pied qui font de vous des humains. Dans une hiérarchie par emboîtement, vous n'avez pas à choisir entre être un animal et être humain, vous pouvez être les deux à la fois. Donc on évitera les hiérarchies par empilement, qui sont assez présentes dans la culture, elles sont pas mal ancrées dans notre culture, pour favoriser des hiérarchies par emboîtement. Autre propriété, nos groupes doivent être cohérents entre eux. Cohérents entre eux, ça veut dire qu'on va essayer, dans les groupes emboîtés les uns dans les autres, de faire des morceaux de groupe avec un groupe bleu, et puis ouvert par exemple ici, et puis un morceau d'un autre groupe, ici en rouge. C'est ce qu'on appelle de l'incohérence hiérarchique. Évidemment, notre langage sera moins puissant s'il y a de l'incohérence hiérarchique dans nos catégories. Typiquement, pour prendre un exemple plus proche de nous, les unités mixtes de recherche pratiquent ce qu'on appelle de l'incohérence hiérarchique. On prend un petit morceau du muséum, on prend un petit morceau de l'université, Sorbonne Université, on prend un petit morceau du CNRS, on regroupe ça dans un groupe. Le groupe, il est partiellement chevauchant avec toutes les catégories que je viens de citer, toutes les institutions que je viens de citer. Il s'agit donc bien d'incohérence hiérarchique. Les groupes sont seulement partiellement regroupés entre eux dans un groupe d'ordre plus grand qui chevauche d'autres groupes. Donc on évitera les chevauchements partiels. Et puis, pour que la catégorisation soit scientifiquement efficace, on essaiera d'avoir un cahier des charges unique. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de cahier des charges? C'est que quand on classe le monde réel là dehors, on prend des décisions. Il y a 1000 façons de classer le monde qui est là dehors. On peut classer par la taille, par la couleur, si on aime ou pas. Enfin là, il ne s'agirait pas de classification scientifique, mais disons que même quand on fait une classification scientifique, on a plusieurs familles de critères par lesquels on veut classer. Il va falloir choisir parmi ces critères. Et si je prends un exemple ici concret, si je prends un petit lapin ici au milieu, certains y verront du gibier, d'autres y verront de la volaille, notamment les restaurateurs. D'autres y verront les mammifères, des mammifères, avec le loup et la taupe. Alors évidemment, quand on parle de mammifères, on parle d'un cahier des charges de zoologiste, mais quand on parle de volaille, on est dans un cahier des charges de restaurateur. Le lapin est dans la volaille avec le poulet et le canard, mais jamais le zoologiste, lui, ne mettra le poulet et le canard dans les mammifères. Et puis quand on est chasseur, on verra dans le lapin du gibier, et le sanglier qui est du gibier ne sera jamais considéré comme de la volaille par le restaurateur. Bref, on voit bien que selon les intentions qui se cachent derrière nos catégories, il y a un cahier des charges de quoi nos catégories parlent-elles, et il va falloir être au clair avec ça, parce que en sciences, par exemple en systématique zoologique ou botanique, au XXe siècle, on n'a pas toujours été clair, et on a essayé de classer en même temps les organismes sur la base de ce qu'ils ont, mais aussi sur la base de ce qu'ils font. On s'est pris un petit peu les pieds dans le tapis. Il y a de l'incohérence. Pourquoi? Parce que ce que font, par exemple, les organismes vivants ne reflète pas nécessairement ce qu'ils ont, et vice-versa. Ici, j'ai une mouche, un canard, un grillon et une autruche. Si je classe sur ce qu'ils font, ici, à gauche, la mouche et le canard volent, le grillon et l'autruche ne volent pas, ils marchent. Si je classe sur ce qu'ils ont, en bas à gauche, la mouche et le grillon ont un squelette externe, et à droite, en bas, l'autruche et le canard ont des plumes et un squelette interne. Si je m'intéresse à ce qu'ils font en haut et à ce qu'ils ont en bas, eh bien, ce ne sont pas les mêmes catégories que je vais fabriquer. Et donc, si je mélange les deux, ça va produire de l'incohérence hiérarchique. Souvent, quand on cherche à classer par rapport à des fonctions, en même temps qu'on classe par rapport à des structures, on n'obtient pas nécessairement des catégories efficaces. Et ça, c'est pas vrai qu'en biologie, c'est vrai aussi dans d'autres sciences. Si on regarde la biologie à titre d'exemple, à titre d'exemple seulement, dans la tête de nos concitoyens, il y a 3 cahiers des charges courants, un cahier des charges utilitariste, mettre les espèces dans des groupes en fonction de l'utilisation qu'on en a, le bétail, le poisson, soit mettre les espèces ensemble en vertu de ce qu'elles font. Le phytoplancton, c'est tous les organismes qui font de la photosynthèse en milieu aquatique.
Le bétail est cohérent aussi en matière de fonction, parce que si on s'intéresse tout particulièrement au cycle du méthane à la surface du globe, eh bien, le bétail apparaît comme un émetteur de méthane important. Et puis, pour finir, eh bien, on peut aussi s'intéresser à ce que les organismes ont. Et ça, c'est le cahier des charges scientifique qui a été privilégié depuis 150 ans à peu près. On regroupe, en histoire naturelle, en biologie en général, on regroupe les êtres vivants sur la base de ce que les organismes ont ou la façon dont on les utilise. Pour finir, il y a un prérequis qui est fort, rationnel, c'est le fait de faire des groupes complets. Pourquoi des groupes complets? Ça veut dire que si on prend un critère pour regrouper des êtres vivants entre eux, il apparaîtrait assez vite comme une faute de logique de laisser en dehors du groupe qu'on vient de faire des êtres qui ont pourtant le critère en question. C'est un souci de cohérence. Si je dis par exemple que les poissons se définissent d'abord par le fait d'avoir un crâne ou d'avoir un squelette caudal, on voit bien ce que c'est qu'un poisson, des requins, truites, le sélacanthe, le dipneustes, etc. On a laissé en dehors des poissons des organismes qui pourtant ont le crâne et ont une queue. Les tétrapodes, les organismes à 4 membres, ont bien un crâne, or ils ne sont pas mis dans les poissons. Tous les poissons ont un crâne en effet, mais il y a des bêtes à crâne qu'on ne met pas dans les poissons, le groupe est donc dit incomplet. Si on parle du squelette caudal, l'Amphioxus n'est pas classé dans les poissons et pourtant il a bien non pas un squelette mais une nageoire caudale en fait. Les poissons ne sont pas véritablement cohérents dans la mesure où si on les regroupe sur ce qu'ils ont vraiment tous en commun, le fait d'avoir un crâne, eh bien ce crâne est présent en dehors des poissons. De même, la zoologie avait fait dans le temps des reptiles, au sens classique du terme, l'ancien terme de reptile, sur la base du fait que l'œuf contient un sac dans lequel se développe l'embryon. Ce sac, c'est l'amnios. Eh bien, les reptiles étaient bien définis par rapport à la présence d'écailles et l'amnios. Seulement voilà, l'œuf amniotique est présent en dehors des reptiles, notamment chez les oiseaux, les écailles également. Et donc, les reptiles n'étaient pas complets. Alors, on a redéfini ce terme en y incluant les oiseaux et le mot reptile a gagné en cohérence. Cette idée de groupe complet, elle est toute simple à comprendre. C'est que si on fait un groupe sur la base de critères partagés, pourquoi le faire si c'est pour laisser dehors des entités qui ont le critère en question? Il doit manquer personne à l'appel en quelque sorte. S'agissant de l'histoire naturelle, quand on fait des groupes complets, on fait des hiérarchies par emboîtement, il y a deux façons de les présenter. Soit on fait des ensembles emboîtés les uns dans les autres, soit on utilise des graphes qu'on appelle entre guillemets des arbres. Et si on met un nom sur chaque nœud de l'arbre, eh bien, on obtient des groupes complets emboîtés les uns dans les autres. Pour terminer, il y a un aspect philosophique associé à la catégorisation qu'on ne doit pas oublier, mais ça a particulièrement impacté la biologie, c'est le fait que nos catégories mentales ne doivent pas bloquer les changements du réel. Si on pense que nos catégories sont vraiment dans la nature, alors nous allons segmenter la nature en fonction de nos besoins langagiers, et on ne va pas reconnaître les changements à la hauteur de ce qui se produisent. Pour prendre un exemple, Linné, classificateur du XVIIIe siècle, botaniste suédois qui a fondé la nomenclature biologique, considérait que la variation des individus et le changement des individus étaient négligeables. Ce qui comptait, c'était que les individus soient rangés dans des boîtes, c'est-à-dire que les individus étaient réduits, en quelque sorte, à leur appartenance à une catégorie. C'est ce qu'on appelle le réalisme taxonomique, ça porte un nom. Au milieu ici, Linné ne voit pas les individus, il voit une seule chose, il voit la coccinelle, l'idée type de coccinelle. Chaque individu est rattaché à son type idéal par une essence qu'il porte, et c'est ce qu'on appelle la pensée essentialiste. C'est pas seulement un réalisme taxonomique, ça mène aussi à un essentialisme. L'essentialisme enferme les individus dans les nécessités langagières des humains. L'essentialisme, il est à l'origine de la réduction de l'individu à la catégorie à laquelle on l'assigne. Il est le terreau du créationnisme, il est le terreau du racisme. Le racisme, qu'est-ce que c'est si ce n'est que l'essentialisation d'un défaut désigné à dessein pour servir celui qui veut dénigrer une catégorie d'humains. Le sexisme aussi est une forme d'essentialisme. L'essentialisme donc, c'est cette pensée qui va réduire les individus à la seule propriété qui les assigne à la catégorie qui nous arrange. Au contraire, la pensée nominaliste, elle, va regarder les individus de la nature. Dans la nature, il n'y a que des individus, et nos catégories sont conventionnelles, ce sont des conventions de langage que l'on pose pour adopter précisément un langage scientifique le plus cohérent possible. Le nominalisme n'enferme pas les individus, il les laisse changer en quelque sorte, sachant que finalement les catégories, c'est nous qui les faisons.